vous avez la parole, s'il vous plaît. Voilà, sur le sujet révolution populaire ou épidémie de coup d'État. Donc bonjour à tous et merci de l'invitation. Tout d'abord, pour commencer mon propos, je tenais à remercier très sincèrement et chaleureusement un homme. Cet homme, c'est notre président de la République, Emmanuel Macron, qui, par son incompétence, ses inconséquences, son arrogance, a accéléré bien malgré lui la chute de la France-Afrique et mis fin au néocolonialisme. Je tenais donc à le remercier en introduction, rappelant au passage ses maladresses, pour ne pas dire plus, lors de sa première visite au Burkina Faso, sa stratégie perdante envers le Maroc et l'Algérie, ou encore plus récemment son recadrage par le président de la République démocratique du Congo. Alors si on écoute ce même Emmanuel Macron, nous vivons, je le cite, une épidémie de putsch en Afrique. Encore une fois, tout fou. On pourrait se demander si à l'ère de Foccart n'a pas succédé celle des tocards. Mot dont je vous livre ici la définition, parce qu'il peut sembler un peu dur, un peu rude, mais qui signifie personne sans capacité ni compétence. L'ère des tocards ayant atteint son paroxysme sous sa présidence, avec la nomination de Franck Paris, comme son Monsieur Afrique, aux 2 rues de l'Élysée, et dont l'unique qualité était probablement d'être promotionnaire d'Emmanuel Macron à l'École nationale d'administration. Et suite au succès de la politique française en Afrique, ce dernier vient donc d'être muté pour devenir directeur du bureau français de Taipei, à Taïwan. Peut-être une mauvaise nouvelle pour nos relations avec la Chine. Donc ce qui se passe en Afrique, ce n'est pas une épidémie de putsch, mais bel et bien des révolutions populaires menées par 4 forces en mouvement. Une jeunesse conscientisée, des militaires qui subissent la vague terroriste, initiée par la destruction de la Libye, ça a été rappelé, cette guerre illégitime et illégale, enfin une nouvelle génération de leaders panafricanistes, et enfin des médias alternatifs, remplaçant enfin les RFI, France 24 et consorts. À ce titre, le rôle essentiel que joue Afrique Média, par exemple, ou d'autres médias comme Forum Média, qui sont 2 médias panafricains alternatifs, sont essentiels car suivis par des millions d'Africains, non seulement en Afrique, mais aussi dans la diaspora. Également, je disais, la nouvelle génération de leaders panafricanistes. Je vais ici en citer quelques-uns. Nathalie Yamb, qui, je le rappelle, est interdite d'entrée et de séjour sur le territoire national français pour tout le travail d'éducation de la jeunesse africaine et française qu'elle réalise via ses vidéos. Kémy Séba, bien entendu, Diogène Séni au Congo-Brazzaville, Guy Marius Sagna au Sénégal, M. Bandakani et Paul Ella au Cameroun, Amina Fofana ou Thierry au Mali, Egun Chibé en Zim, Boubacar Fofana en Côte d'Ivoire et bien d'autres. Alors pourquoi ces révolutions populaires aujourd'hui en Afrique? Regardons le bilan de cette France-Afrique. D'abord, la situation de ces pays qui scandent « France dégage ». Si on prend le rapport officiel des Nations Unies sur l'indice de développement humain 2021-2022, que j'ai ici et que je vais vous faire passer, c'est le classement officiel, on regarde tous les pays qui sont actuellement sous la tutelle des accords de coopération monétaire, des accords de coopération militaire et monétaire, à savoir la curatelle du franc CFA, sont tous classés, vous pouvez faire passer, tous classés parmi les 45 pays les plus pauvres de la planète. Le Tchad, 190e sur 190. Le Niger, 189 sur 190. La Centrafrique, 188 sur 190. Le Mali, 186. Le Burkina Faso, 184, etc., etc., comme vous pourrez le voir. C'est-à-dire que tous les pays où viennent d'avoir lieu ces révolutions étaient parmi les 6 pays les plus pauvres du monde. Et si vous remontez la liste, vous pouvez prévoir, et je peux déjà vous annoncer ici, les prochains pays dans lesquels auront lieu ces révolutions populaires. Sénégal, on entend déjà des France dégage, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Et encore, ces chiffres ne sont pas tout à fait véridiques de la situation, car si on prend le cas du Gabon, par exemple, dont on a beaucoup parlé plus tôt, qui est le premier des derniers, on va dire, c'est toute l'histoire du néocolonialisme qui est devant nous. Certes, un pays avec un PIB très élevé par habitant, grâce aux richesses du pays, mais qui a un taux de chômage les plus élevés du monde, 37%. Donc on voit que toute la richesse a été accaparée dans les mains d'une famille. Donc tous les pays de la zone CFA sont dans la même situation. Une misère absolument abracadabrantesque, inimaginable et intolérable. Et cela est bien le résultat de la France-Afrique et de la politique néocoloniale de la France, qui, selon notre ministre de la Défense, Mme Colonna, n'existe plus. Le Niger est également un des grands scandales de ce néocolonialisme, qui a subi pas moins de 5 coups d'État depuis les années 60, mais rien de scandaleux dans ces coups d'État, puisqu'à l'époque, ils étaient avalisés par la France. 74, Amani Diori demande une augmentation du prix de l'uranium,
il se fait renverser. Mamadou Tandja, même chose, en 2008, demande une augmentation et demande à négocier avec d'autres partenaires comme la Chine en particulier. Il se fera renverser et remplacé par Mamadou Issoufou, ingénieur des mines formé en France et ancien salarié d'Areva qui arrive à la tête du pays comme par hasard. 15% de l'uranium nécessaire aux centrales françaises provient encore du Niger, mais 80% des Nigériens n'ont toujours pas accès à l'électricité aujourd'hui. J'ai bien dit 85% des Nigériens n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui. Le Niger a produit entre 100 000 et 150 000 tonnes d'uranium depuis 1960, au prix de, en moyenne, 42 €, alors que les cours mondiaux s'élevaient à 187 €. C'est-à-dire qu'on le payait 4 fois moins cher, et ce sont les chiffres officiels, on sait que c'est bien plus. Mais revenons à nos révolutions populaires en s'attardant sur les deux cas les plus emblématiques, le Mali et le Burkina Faso, dirigés respectivement par Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, et qui tous deux font revivre actuellement l'idée de souverainisme et d'indépendance, comme l'avaient fait en leur temps Modibo Keïta et Thomas Sankara, tous deux assassinés. Le Mali, je pense, est le cas le plus intéressant et le plus symbolique de ce qui se passe aujourd'hui. Pour cela, faisons un détour par les années 60 et revenons à Modibo Keïta, un de ces génies du continent africain qui avait fait se lever son pays et s'industrialiser. Je voulais rappeler ici deux citations de ce Modibo Keïta. Un, lors du discours d'anniversaire de l'indépendance le 22 septembre 1961, je cite « Le Mali demeurera cependant fidèle à sa politique de coopération avec tous les pays sans exception, c'est-à-dire même avec la France. Nous ne faisons pas de l'anti-France. Nous n'existons pas en fonction de qui que ce soit. Nous nous refusons à ce sentimentalisme exagéré qui, en la circonstance, n'est que puérilité indigne du peuple mûr et fort qui est le nôtre. Aujourd'hui, que la France a évacué ses bases militaires installées chez nous, c'est 1961, et que notre indépendance a trouvé son couronnement, nous sommes prêts, en peuple souverain, à poursuivre la normalisation de nos rapports avec la République française, et cela dans tous les domaines. » Deuxième citation, lors de l'instauration d'une monnaie nationale. Dans quelques heures exactement, la République du Mali disposera de sa monnaie nationale, le franc malien ayant seul désormais cours légal et pouvoir libératoire illimité sur l'étendue du territoire national. À cet effet, le privilège de l'émission sera exercé par un institut d'émission nationale, la Banque de la République du Mali, qui détiendra l'ensemble des pouvoirs monétaires exercés auparavant par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, qui impose des sanctions aujourd'hui à ces mêmes pays. Je cite toujours, mes chers collègues, aussi loin que nous remontons dans le temps, l'histoire nous enseigne que le pouvoir politique s'accompagne toujours et nécessairement du droit régalien de battre monnaie, que le pouvoir monétaire est inséparable de la souveraineté nationale, qu'il en est le complément indispensable, l'attribut essentiel. Pouvoir politique et pouvoir monétaire ne sont donc à dire vrai que les aspects complémentaires d'une seule et même réalité, la souveraineté nationale. On connaît la suite, coup d'État contre Modibo Keïta, emprisonnement, assassinat, jusqu'au retour de l'esclavage monétaire avec le retour du franc CFA en 1984 sous la présidence socialiste. Depuis, le pays est en ruine, je parle du Mali. Une seule photo l'illustre et je vous la montre. Voilà ici une photo que j'ai prise en 2021, le chemin de fer actuel en Afrique, au Mali. Un tas d'ordures qui ne fonctionne plus. Vous pouvez passer là. Pourtant, dès le 11 juin 1960, Modibo Keïta avait créé la Banque populaire malienne, dans le but de conceptir des crédits à court terme, moyen et long terme, pour favoriser l'agriculture, le commerce, l'élevage, la pêche. Il avait mis en place un plan quinquennal du Mali, le protectionnisme pour supprimer l'anomalie constituée par le fait d'importer des biens que le pays pouvait déjà produire sur son sol, l'étatisation des services vitaux, la création de coopératives, etc. La Régie des transports du Mali, la Régie nationale des chemins de fer, la Société d'aviation civile qui avait compté jusqu'à 16 avions, la Société nationale des entreprises de travaux publics, la pharmacie populaire, etc., etc., dans les domaines du droit régalien. Enfin, il avait créé 167 écoles, des nouveaux hôpitaux à Ségou, Mopti, Gao, etc., des créations de formations professionnelles dans les domaines agricoles et sanitaires, j'en passe et des meilleurs. Donc une vraie révolution industrielle avait été menée par Modibo Keïta à l'époque, qui a complètement été détruite par justement les politiques néocoloniales et france-africaines. On peut donc dire aujourd'hui que nous sommes revenus à la case départ et nous vivons en fait à nouveau la même lutte anticoloniale qui avait été livrée dans les années 60, mais que l'Occident n'a jamais acceptée et aujourd'hui refuse de laisser faire. C'est pourquoi il faut aussi changer la France.
C'est la même dynamique donc, qui a lieu au Burkina Faso avec le jeune président Ibrahim Traoré, qui depuis le 30 septembre 2022 défend la tradition de Thomas Sankara. Un seul exemple, le président vient de lancer une usine de transformation de tomates à Bobo-Dioulasso, car aujourd'hui la plupart des Burkinabés devaient importer le concentré de tomates à des prix exorbitants. Bientôt ce ne sera plus le cas puisqu'ils seront fabriqués sur place, et sans parler évidemment, ce qui a été mentionné par M. Tikhonov, et c'est une excellente nouvelle, l'accord signé sur le nucléaire pour l'indépendance énergétique avec la Russie. Ensuite, n'oublions pas le pillage culturel. Je veux dire, au-delà de celui des matières premières. 90% des objets historiques de l'Afrique subsaharienne se trouvent dans les grands musées mondiaux, dans des collections privées. British Museum, 69 000 pièces d'objets. Musée de Vienne, 37 000. 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne sont dans les collections publiques françaises, 70 000 au Quai Branly, dont seulement 1000 sont exposés pour les visiteurs. Donc, dans sa grande générosité, notre président Emmanuel Macron a rendu 26 œuvres au Bénin, donc les fameuses du royaume d'Abomey, ainsi que le trône du roi Béhanzin qui avait été pillé à l'époque coloniale. Enfin, sur le plan économique, simplement un chiffre. Selon la Banque africaine de développement, la corruption fait perdre à l'Afrique 150 milliards de dollars chaque année, au bas mot. Donc sur 10 ans, ça fait 1500 milliards. On peut donc dire que l'Afrique n'est pas endettée. L'Afrique est corrompue, ce qui n'est pas pareil. Et si on fait un rapide calcul, on peut rappeler les cris des experts du FMI et de la Banque mondiale qui critiquaient le projet exorbitant du train entre Nairobi et Mombasa, qui n'a pourtant coûté que 4 milliards de dollars. Ou du projet Transaqua pour revitaliser le lac Tchad, qui ne coûterait que quelques dizaines de milliards de dollars sur 20 ans, ou encore les critiques sur le piège de la dette chinoise. La ligne ferroviaire entre Nairobi et Mombasa de 500 km a coûté 4 milliards et a permis de créer des milliers d'emplois et d'augmenter le PIB de 1,5 point. Donc si nous récupérions cet agent de la corruption, avec 1500 milliards, nous aurions pu construire 185 000 km de chemin de fer à grande vitesse en Afrique. Et toutes les capitales africaines seraient enfin reliées entre elles, ce qui est bien sûr bien plus intéressant que les fameux accords de libre-échange. Enfin, je voulais terminer, il me reste encore une minute, je voulais terminer par une mise en garde sur les nouvelles formes du néocolonialisme, à savoir ce que j'ai nommé l'écolonialisme, et que certains appellent le colonialisme vert. À ce titre, je vous invite à lire 2 livres qui sont sortis récemment, L'invention du colonialisme vert de Guillaume Blanc et Décolonisons la protection de la nature de Fior Longo, qui vient de paraître. Pour illustrer ce concept d'écolonialisme, je me suis amusé à inventer une petite devinette que je vous livre. Cyril est à Paris, ferme son appartement qui se trouve dans le 18e et met l'alarme. Il vérifie sur son iPhone 15 qu'il a bien son e-billet. Et c'est parti pour l'aéroport en Uber. Départ de Paris pour Addis Abeba, à 5789 km en Airbus A220-300. Enfin arrivé, il se pose au Interluxury Hotel et profite du spa de la piscine avec ses amis de l'ONG. Le lendemain, Cyril loue un 4x4, Mercedes Diesel, pour se rendre directement, car la situation est très grave, au village de Guiche dans le parc naturel du Siémen. C'est reparti pour 758 km en 4x4. Enfin arrivé, Cyril est venu expliquer à Ménélique, un agro-pasteur vivant dans le parc, qu'il doit partir car il détruit l'environnement. Les agro-pasteurs vivant pourtant ici depuis des centaines d'années, en harmonie avec la nature. Question, qui est le tocard et qui est l'écolo? Vous avez 2 heures, comme on dit. Enfin, je vais répondre à cette question de la démographie. Elle a été mentionnée par M. Drouski et M. Vujik, puisqu'il y a une attaque totale contre la démographie africaine. Donc derrière ce concept décolonialisme se cache l'héritage du malthusianisme, du racisme et de l'eugénisme qui ont conduit au drame du XXe siècle. Nicolas Sarkozy, 2016. La communauté internationale doit prendre en main le premier problème de la planète. On va revenir sur les questions. D'accord. Merci beaucoup. C'est la conclusion, c'est fait? Bon, je conclus, trop c'est trop. Que fallait-il de plus pour que ces révolutions populaires n'arrivent et que cette renaissance politique, économique et culturelle de l'Afrique n'arrive enfin? Merci beaucoup.